Donc, comme je disais, on est dans une situation de crise. On est en pandémie mondiale depuis encore un certain temps. Suite aux tricheries du temps des fêtes, le gouvernement provincial impose un couvre-feu de 20h à 5h jusqu'au 8 février. Certains défient l'ordre gouvernemental. Des patients ayant reçu la première dose de vaccin contractent le virus. À nouveau, ça c'est assez inquiétant. Québec avait reporté l'administration pour la seconde dose. Est-ce que est-ce que ça a un lien? On se pose aussi des questions sur la possibilité d'annuler la semaine de relâche. Benoît, est-ce que toi, personnellement, tu as arrêté de vivre parce qu'il y a une pandémie? Ou même un couvre-feu? Couvre-feu n'a pas beaucoup changé ma vie. N'a pas beaucoup changé ma vie. Qu'est-ce que tu fais après 8 heures de toute façon? Là, tout est fermé, tu ne peux pas aller manger, tu ne peux pas aller au resto, tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce que le monde faisait tant que ça après 8 heures que là, ils ne peuvent plus faire? Là? Benoît, pas Benoît, Jérémy, c'est un drame de ne pas pouvoir sortir après 8 heures? Un drame, non. Une catastrophe naturelle, non, c'est pas vrai. Non, en vrai, comme Benoît dit, on n'avait pas grand-chose à faire après 8 heures. Fait que c'est pas comme si, tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que je réponds en général à ceux qui sont comme c'est grave, on peut pas se promener, on peut pas rien faire après 8 heures. T'avais déjà rien à faire. T'étais déjà ne pas censé faire quoi que ce soit après 8 heures. On est en pandémie, c'est pas tannisé, on essaie justement de réduire nos contacts. C'est ça. Si t'étais dehors après 8 heures, c'est probablement parce que t'étais en train de faire quelque chose que tu devrais pas faire. À cause justement des consignes de sécurité publique qui nous demandent de restreindre les contacts et les comportements qui peuvent favoriser la circulation du virus. Ouais, la propagation de ce méchant virus qu'on a donc hâte qu'il disparaisse, c'est que malheureusement, je pense pas qu'on est sur le point de s'en débarrasser. Je pense pas que ça va fêter à Saint-Jean-Fort cette année non plus. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Tu perds à Saint-Jean. Jay, c'est ma fête, c'est Chris, c'est ma fête, ça t'abandonne. Vas-tu nous faire une vidéo quand même? Ben, l'an passé, l'idée que j'avais, c'était, je vais vous faire donner le concept que j'avais dans ma tête, c'était de me promener dans la rue, de me faire filmer par un ami, puis de donner des drapeaux du Québec, en acheter une chier, mettons, 40 drapeaux du Québec au Dorama, puis d'aller dans les coins passants, mettons, moi, j'étais à Sherbrooke, fait, mettons, la King ou Portland, blablabla, puis pendant que les choses sont à lumière rouge, je leur donne un drapeau, je leur dis bonne Saint-Jean, limite, je leur installe, puis ils partent. Comme ça, plein de drapeaux du Québec à travers la ville de Sherbrooke. Sauf que je pouvais pas, les gens, je me disais, ils vont pas vouloir que je leur installe de quoi, genre, ils vont pas vouloir que je touche à leur voiture, que je leur donne de quoi qu'ils n'ont pas nettoyé, quoi que ce soit. Puis je pense pas que je vais pouvoir utiliser ce concept-là cet été. Tu peux leur donner par la... Tu vas pouvoir leur donner par la fenêtre. Donc, je pense qu'il n'y a pas un service d'ailleurs ou un truc là, avec nos députés que si on les écrit et qu'on leur demande des drapeaux, ils sont obligés de nous... ou en tout cas, ils ont un budget puis ils ont un stock de drapeaux où ils peuvent nous les envoyer. Je sais qu'on peut avoir une photo de la reine. Benoît, as-tu ta photo de la reine? Moi, la reine de la patate. Mon père, il chauffe au bois chez nous. Fait que, mettons, comme petit papier pour allumer le feu chez nous, ça pourrait être une photo. C'est une suggestion. OK, on est en train de tirer des... Je suis sûr qu'elle est super gentille, la reine. C'est une belle madame, c'est bien sûr. C'est pas personnellement. Elle doit faire du bon sucre à la crème. Moi, je suis sûr qu'elle fait du bon sucre à la crème. Elle doit perdre son temps à faire du sucre à la crème. OK, sinon, ça change-tu vraiment quelque chose, le couvre-feu? Toi, chez vous, Ben, comment vous le vivez, sans blague? Ben, on le vit tout le monde ensemble. Regarde, on est 5, puis on sort pas. Puis c'est un peu plate sur le social. Là. Écoute, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est pas grave, le couvre-feu. C'est sûr que moi, ça me manque là, de pas aller prendre un verre avec des amis, de pas aller au théâtre. C'est sûr que j'aimerais mieux pouvoir faire tout ça, mais je suis obligé de dire que ça me j'ai pas l'impression que ça chamboule nos vies tant que ça. Puis si je peux me permettre, moi, ma blonde est sud-américaine, là, puis elle trouve qu'on a le couvre-feu un petit peu soft. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, le couvre-feu, là, c'est l'armée à la porte de l'épicerie qui te dit là, tu t'en vas chez vous. Là. Puis si tu t'en vas pas chez vous, ils peuvent aller jusqu'à te tirer dessus. Là, tu sais, sur le couvre-feu. Là. Donc, oui, j'imagine que théoriquement, ça tombe dans la définition du couvre-feu, mais c'est un petit couvre-feu tranquille. Il peut avoir pire que ça. Donc, ceux qui crient à la dictature, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu au Venezuela, peut-être. Non, mais c'est parce qu'ils sont tellement bien dans leur liberté que pour eux, ne pas sortir à 8h30, c'est la preuve de la dictature. Il faut vraiment mal connaître les régimes de la dictature dans le monde pour amener ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Là.
Est-ce qu'on abandonne la relâche? Je sais que tu es encore aux études. Est-ce que l'abandon d'une semaine de relâche, ça serait une bonne chose ou ça va empirer l'état ou la situation des étudiants actuellement? Je pense qu'il y a matière à débat parce que je me souviens l'an passé, François Legault avait souvent dit que amené comme justification comme quoi ça allait mal parce qu'il y avait eu la semaine de relâche puis qu'on n'avait donc pas été chanceux, que c'était des gens qui revenaient, mettons, de Old Orchard ou je sais pas quoi, qui revenaient. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, en se disant si on l'annule, on enlève l'occasion aux gens d'aller sortir, faire des activités, se rassembler, puis donc propager le virus. Par contre, est-ce que c'est tant ça qui va faire. Dans ma tête, il y a matière à débat, puis je me dis par contre. Mais tu sais, moi, ma question, c'est surtout par rapport à aux réalités étudiantes. Est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif sur la vie des étudiants? Ben c'est ça, c'est que la semaine de relâche, c'est après, tu sais. La manière c'est faite, l'école ou le cégep ou l'université, tu travailles pendant 5-6 semaines, tu as ta semaine de fin de session, tu as ta semaine d'examen, puis tu es bien content d'avoir cette semaine-là, un 3-4 jours. Déjà qu'on a souvent des travaux après, des travaux d'équipe ou blablabla. Mais cette semaine-là, elle te fait du bien, extrêmement du bien psychologiquement. Tu as une session de 15-16 semaines, tu la divises en deux, puis tu sais que tu as une pause au milieu d'une semaine. Puis psychologiquement, ça, c'est une pause que tu as besoin avant de recommencer ton gros kick de fin de session, de genre, faut que tu donnes tout, puis là, après, tu vas réavoir une semaine d'examen, puis jusqu'à la fin de ta session. L'aspect psychologique, c'est un peu là que je voulais aller avec ça, savoir si tu, de ce côté-là, que ça serait qu'il faudrait garder cette semaine de relâche-là, ne serait-ce que pour justement avoir ce moment de répit-là. Benoît, toi, tu as l'autre côté de la médaille, t'es professeur. Est-ce que de ton côté, du côté prof, comment tu vois la chose, toi? Ben, nous autres, ils vont l'avoir la semaine de lecture. C'est fait. C'est réglé. Puis en plus de ça, l'Université Laval, ils ont repoussé le début des cours d'une semaine. Donc, au lieu de commencer le 11 lundi passé, on recommence le 18. Là. Donc, au lieu d'avoir 15 semaines, on va en avoir 14. Puis il y a une semaine de lecture au milieu. Je pense que la semaine de relâche, c'est plus pour les jeunes. C'est les jeunes, le primaire, secondaire. Puis un peu comme Jay disait, moi, je pense que si il pourrait avoir une semaine de relâche quand même, mais tu laisses pas le monde aller en Floride, là. Ah, c'est ça. C'est à un moment donné, là. Faut que tu mettes... C'est un peu ça, tu sais, on a comme on peut rien faire, on est embarricadé chez nous. En plus, à partir de 8 heures, on peut plus bouger. Je me dis que si quand même qu'on aurait une semaine de relâche, j'ai pas l'impression qu'on pourrait propager grand-chose. Si ça peut avoir des bienfaits au point de vue du repos, de la santé mentale, justement, puis de nous amener ailleurs pendant un certain temps, je pense qu'il faut considérer sérieusement la chose avant de l'annuler. Passons au Québec Inc., si vous le permettez. On a un masque québécois. Hein? On apprenait cette semaine qu'il y a un masque québécois qui semble super performant. Là. On entend souvent parler du fameux N-Poel 95, là, mais celui-là, ça serait un 99. Là. C'est genre, il n'y a pas grand-chose qui passe. C'est le Wayne Gretzky des masques. Ah, c'est ça, exactement. Toutes les particules que tu prends pas passent pas. C'est quoi? Ouais. Toutes les lancers que tu n'as pas pris vont être manqués. Fait que c'est ça, le Wayne Gretzky du masque. Là, mais en fait, on pourrait dire plutôt le Mario Lemieux, hein, parce que c'est le masque québécois. Il y a un masque québécois qui attend l'approbation américaine pour être utilisé au Québec. On apprenait aussi que Couche-Tard pourrait acheter la chaîne française Carrefour. C'est assez intéressant. C'est gros Carrefour. J'ai vécu en France pendant près d'1 an, puis je peux vous dire que c'est une marque très présente. Et on a aussi Pierre-Carl Belado qui tente d'intervenir pour acheter Transat et de bloquer le monopole que ça garantirait à Air Canada. Jérémy, devrait-il y avoir des raccourcis dans les processus pour adopter des solutions québécoises des fois même, plus rapidement? Tu parles au niveau du masque? Oui. Ouais, ben, employer le terme raccourci, ça sonne un peu péjoratif dans le sens où on bypass un règlement, mais en réalité, moi, je pense qu'on se doit, dans un contexte de pandémie, d'être pragmatique, puis aussi réaliste, puis de se dire que, OK, la CNESST avait un règlement qui dit que pour tel matériau, au niveau de la respiration et de la protection du visage, ça se doit d'être approuvé par une firme X qui réside aux États-Unis. Puis que, OK, peut-être que ce règlement-là a lieu d'être parce que dans le passé, blablabla, mais en ce moment, on est dans un contexte précis où il y a certaines entreprises, certains hôpitaux, certaines personnes du cours qui ont besoin de masques. Puis là, c'est un masque qui est conçu au Québec, qui est produit au Québec, qui est plus efficace que le N95, qui est approuvé par Santé Canada. Puis là, à cause d'un petit règlement, on viendrait comme tout remettre ça en question et dire « Ah, ben là, on peut pas. » Puis, tu sais,
pour moi, ça ne tient pas la route. Là. Mais il doit y avoir une raison quand même pourquoi on fait ça. J'imagine que les normes américaines font que ça nous met particulièrement en sécurité. Cela dit, mais si c'est ça, pourquoi Santé Canada l'aurait approuvé? C'est parce que les normes de Santé Canada sont moins grandes? Je pense pas, moi, personnellement. En tout cas, dans la situation actuelle, ce que je lisais, c'est que l'organisme américain, de toute façon, qui s'occupe d'approuver ça, n'a pas le temps de faire ça. Donc, imaginez si on n'est pas capable d'adapter dans une situation comme celle-là nos propres règles. On va attendre longtemps. Benoît, comment tu vois la chose? Que tout ce qui est fait au Québec devrait être approuvé au Québec. Pourquoi on n'a pas notre... organisme d'homologation. Là, on ne parle pas d'un médicament. Je comprends qu'il y a des domaines là, où il faut vraiment que tu checkes ton affaire, mais là, un masque, là, surtout s'il a été accepté au Canada, ils ne doivent pas être si mauvais que ça, là, les normes canadiennes. Je pense que c'est des barrières administratives qui, dans un certain cas, OK, ça a peut-être raison d'être, mais là, genre, on est dans un contexte où il faut s'adapter au contexte. Puis de faire comme mais c'est un règlement, fait que c'est un règlement, on ne peut pas passer à côté. C'est genre, il y a beaucoup plus d'effets négatifs à l'inaction, là, puis au statu quo en ce moment que de rien faire, que de genre check, on va s'adapter, on va prendre la situation en compte, on va faire avec, puis ça va être ça, parce qu'on va continuer à avancer, parce qu'à l'attendant, au jour le jour, il y a des besoins qui ne sont pas comblés. C'est la sécurité de beaucoup de travailleuses qui ne sont pas comblés. On charle souvent quand les grands fleurons québécois quittent le Québec avec raison la plupart du temps. Là, on a Couche-Tard qui pourrait acheter une chaîne française, la chaîne Carrefour. Comment tu vois ça? De quel œil? Quel est ton œil sur la situation, Benoît? C'est gros Carrefour, hein? Puis ils ont tout le côté drive. Là. C'est ça aussi que j'ai trouvé que moi, je connaissais pas vraiment ça. Bien évidemment, tu vois quand tu vas en France, mais je suis pour dire la structure de Carrefour, je n'étais pas au courant. Mais il y a un côté qui appelle le Carrefour Drive, là, où là, moi, je pense que ça, ils vont faire des couche-tard avec ça. Là. Ils vont adapter ce côté. Je pense qu'ils pourraient importer en Amérique le concept. Puis l'inverse aussi, de faire une espèce de dépanneur avec l'affaire Drive qui va avoir une espèce d'échange. Mais j'ai lu aussi avant-hier, qu'aujourd'hui, que là, la France, ils ne trippent pas full à ce que Couche-Tard achète Carrefour. Ouais. Ils ont une espèce d'attachement sentimental à leur Carrefour, j'ai l'impression. Donc, une marque aimée des Français, puis on vivrait à l'inverse de ce que nous, quand ça nous arrive ici, on vivrait, les Français seraient justement en train de contester le départ, ou en tout cas l'achat, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de départ. Là. C'est juste qu'en réalité, le siège social pourrait bouger, par contre. Jérémy, toi, ça te rend fier ou comment tu vois ça? Moi, je vois ça d'un œil où une entreprise québécoise, un homme d'affaires québécois, je pense quelque chose Bouchard, par rapport à Couche-Tard. Je me souviens plus. Alain Bouchard. Oui, Alain Bouchard, c'est ça. Une entreprise québécoise qui essaie de faire des gains à l'international, des percées, puis d'acheter des grosses entreprises internationales comme Carrefour en France. Puis moi, je vois ça d'un œil québécois où, parce que c'est ça, c'est intéressant la question de Denis, parce que souvent, on l'observe dans le sens inverse où une entreprise tente de venir acheter une entreprise québécoise, puis on est donc fâché parce que c'est notre entreprise québécoise. Mais là, c'est l'inverse. C'est nous qui essaient d'acheter un peu une entreprise étrangère. Fait que si elle réussit, en ce sens-là, ce serait un bon coup d'une entreprise québécoise dont moi j'ai un sentiment, un espèce de sentiment d'appartenance, puisque c'est une entreprise québécoise. Benoît, est-ce qu'on a on a plus de chances d'avoir un bon service si Air Transat appartient à Pierre-Carl Pelado plutôt qu'à Air Canada? Écoute-moi bien. Ça va dépendre de qui va gérer ça. Hein. Je ne sais pas si Pierre-Carl Pelado a les compétences que ça prend pour gérer une compagnie aérienne. Peut-être qu'il ne le fera pas lui-même. J'espère pour lui. Je ne sais pas, Marc, tu vois, il peut être bien talentueux là-dedans, on ne le sait pas. Ouais. Mais c'est pas son créneau, là. On est d'accord, hein, que c'est pas là que ça se passe, lui, exactement. Là. On a-tu plus de chances de se faire servir en français? Je dirais qu'il y a ça, probablement que oui. Peut-être un petit peu. Une chose est sûre, si Pierre-Carl Pelado réussit, je ne sais plus exactement ce qu'il veut faire, mais s'il empêche ce monopole, une chose qui est sûre, c'est qu'on risque d'avoir des bien meilleurs prix où on s'est garanti une petite protection de ne pas se faire voir augmenter les prix au niveau des billets d'avion, parce que dans n'importe quel secteur, à partir du moment où tu as un monopole, les prix sont faits en fonction de la demande. Quand tu vois les prix que Air Canada a... Ça se modélise, là, mais niveau prix, là, les consommateurs sont très perdants à partir du moment où on fait affaire à un monopole. Écoute, quand tu regardes les prix de Air Canada en région,
quand il y avait des vols d'Air Canada en région, c'était complètement débile. Là. Ça coûtait bien moins cher d'aller d'aller pogner le COVID à Punta Cana que d'aller à Bécomo. Là. C'était complètement débile. Mais Air Transat ne va pas à Bécomo. Là. C'est ça aussi. Là. Air Transat, il va en Europe principalement. Là. Puis ils ont quelques destinations en Amérique, là, mais c'est pas... C'était une comparaison par rapport à la politique de prix qu'il pouvait y avoir. Non. Écoute, ça doit être excessivement compliqué d'avoir, lorsqu'il n'y a pas de volume, de pouvoir faire des bons prix dans cet univers-là.